Bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir au Jeudi de l'Environnement. Je m'appelle William Dam, j'enseigne l'hygiène et la sécurité sanitaire dans cette maison. Je dirige également l'École des sciences industrielles et technologies de l'information et je suis un des professeurs organisateurs de ces Jeudis de l'Environnement. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous avions pensé à discuter dans ce cadre-là du Haut Conseil des biotechnologies, que Mme Noiville, qui à mes côtés, avait accepté de partager son expérience avec nous. Inutile de vous dire que, avec le déchaînement médiatique et scientifique qui a suivi la publication d'une étude toxicologique récente, le sujet a pris une actualité toute particulière. J'appelle votre attention sur le fait que nous souhaitons, on aura un temps de discussion qui sera libre bien entendu, mais que nous ne sommes... L'objectif premier n'était pas d'évoquer cette étude-là, qui a tant défrayé la chronique, mais de parler de façon plus générale de la manière dont ce haut comité fonctionne, et en particulier de cette originalité qui est qu'il y a à la fois un conseil scientifique relativement classique, et puis un conseil que préside Madame Noiville et qui regarde ces questions de risque d'un point de vue plus sociétal et plus du point de vue de la société civile. Et c'est cette originalité que nous voulions avant tout illustrer, et j'insisterai dans la conduite de débat pour que nous restions sur ces questions-là. Bien entendu, on pourra appliquer le raisonnement à l'étude du professeur Serralini, dont on a tant parlé récemment, mais encore une fois, ce n'est pas ce qui a motivé l'organisation de ce débat. Merci à Madame Corsin de nous avoir aidé, ingénieure au CNAM, de nous avoir aidé à monter cette séance-là, qui assure l'organisation de ces Jeudis de l'Environnement. Les prochains, d'ailleurs, Nicole, auront lieu en deuxième jeudi de décembre. J'ai plus la date en tête, le 13, merci beaucoup. Et ce sera à nouveau un sujet, d'ailleurs, de risque sanitaire qui sera abordé, si vous voulez le noter, si vous intéresse, mais d'un autre point de vue que celui de ce soir. Nous parlerons de ce que nous savons des risques des perturbateurs endocriniens, avec certainement un des meilleurs spécialistes français, qui est un toxicologue de l'Université Paris 5, le professeur Robert Barouki, qui connaît vraiment très bien cette question-là. Madame Noiville est juriste, elle a écrit de nombreux articles, un livre qui s'appelle « Du bon gouvernement des risques », qui date il y a quelques années maintenant, mais qui reste très actuel, qui a beaucoup marqué tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Elle dirige un laboratoire dont je n'ai plus le nom en tête, mais elle va nous le dire. Droit, sciences et techniques, qui est localisé à l'université Paris 1. Je sais que, et merci à professeur Humbert qui s'occupe de cette UE d'avoir saisi cette occasion. Il y a des étudiants de l'UE 210. Levez votre main juste pour qu'on voit un petit peu. D'accord, voilà. Donc, merci à vous d'être là. Au cours du débat, je veillerai pour participer moi-même à cette unité d'enseignement. J'en connais bien l'état d'esprit. Et je veillerai au cours du débat à ce qu'on attend de vous et ce qu'on vous propose dans cette UE, dans la dimension d'articulation sciences-société, soit abordée pour que vous puissiez en tirer parti dans le cadre de cette unité d'enseignement. Voilà, je passe tout de suite la parole à Christine Noiville, que je remercie infiniment d'avoir pris sur son temps
assez rare en ce moment pour être avec nous ce soir. Oui, c'est un plaisir, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Haut Conseil des biotechnologies, j'imagine qu'il y en a un certain nombre ici, je voudrais commencer par un rappel assez rapide. Ce Haut Conseil des biotechnologies, qu'on appelle aussi HCB, qui a été créé par la loi du 25 juin 2008, qui est relative aux organismes génétiquement modifiés, ou OGM. C'est une instance indépendante qui est placée auprès de 5 ministères: environnement, santé, agriculture, consommation et recherche, et dont la mission est d'éclairer le gouvernement sur, je reprends les textes, toutes les questions de biotechnologie en général, et plus spécifiquement sur la question que traite cette loi de 2008, c'est-à-dire celle des organismes génétiquement modifiés, qu'il s'agisse de plantes génétiquement modifiées ou bien de médicaments, d'essais de thérapie génique, d'essais de médicaments vétérinaires génétiquement modifiés, etc. etc. Donc l'idée, c'est éclairer le gouvernement pour faire en sorte que le gouvernement, dans ce domaine, puisse prendre des décisions qui soient les plus robustes possibles, les plus adaptées et légitimes possibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Haut Conseil, il se présente surtout comme une originalité assez profonde dans le paysage institutionnel français et même d'une certaine manière dans le paysage européen, et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle tient à son organisation en 2 collèges, en 2 comités. William Dave l'a un peu dit tout à l'heure, le Haut Conseil des biotechnologies, en fait, ce sont 2 comités. D'un côté, un comité scientifique, qui comprend 39 scientifiques qui sont compétents dans les questions de biologie moléculaire, d'environnement, d'agronomie, etc., etc., et qui ont pour mission, qui sont donc saisis de dossiers, si vous voulez, les dossiers de demande, d'expérimentation en champ de telle ou telle plante transgénique, d'importation de soja transgénique en provenance des États-Unis ou d'Argentine, de mise en culture de maïs résistant à la pyrale, par exemple, etc., etc. Donc il est saisi de ces dossiers-là et il est chargé de rendre un avis sur les questions de sécurité environnementale et sanitaire qui sont liées à ces produits. Mais parallèlement, le HCB compte un autre comité, un 2e comité, qui lui s'appelle le Comité économique, éthique et social, qui est donc celui que je préside, et qui lui est composé de 26 membres, qui est chargé de rendre, parallèlement au comité scientifique, ou plus exactement juste après lui, une fois qu'il est muni de l'avis du comité scientifique, des recommandations sur les aspects économiques, éthiques et sociaux liés aux biotechnologies. Et c'est l'avis du comité scientifique et la recommandation du comité économique, éthique et social qui sont rendus ensemble aux autorités compétentes, donc l'un ou plusieurs des ministères que j'évoquais tout à l'heure, et qui forment l'avis du HCB à partir duquel les autorités compétentes sont censées prendre leurs décisions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une telle structure bicamérale, en quelque sorte, vous avez compris, avec 2 comités, elle avait été proposée déjà de longue date, puisque quand on se fait un tout petit peu d'archéologie, en 1998, à l'issue de la conférence de citoyens qui avait été organisée à l'Assemblée nationale sur cette question précise des OGM, les citoyens avaient considéré qu'il serait intéressant qu'aux côtés d'un comité scientifique, il y ait un autre comité qui s'intéresse davantage aux aspects sociétaux, en quelque sorte, des biotechnologies. Et puis ensuite, elle avait été reprise par le rapport Kouriski-Vinet, qui, certains d'entre vous le savent peut-être, a fait date dans le domaine du principe de précaution. Puis elle avait été reprise également au moment du Grenelle de l'environnement, où on s'était dit un comité scientifique, c'est bien, c'est même absolument indispensable pour évaluer les risques environnementaux et sanitaires, mais on sait très bien que dans cette controverse relative aux OGM, et plus généralement dans le domaine des biotechnologies, eh bien, les questions en jeu ne sont pas purement environnementales et sanitaires, elles sont aussi de type éthique, de type économique, de type social, avec les questions que vous connaissez très bien, j'imagine,
qu'est-ce que le fait de cultiver en France des plantes génétiquement modifiées peut avoir comme conséquence sur l'évolution de l'agriculture, sur l'emploi agricole. Est-ce que la brevetabilité, c'est-à-dire le fait de protéger par des brevets les plantes génétiquement modifiées, pose problème comme on l'entend souvent, ou bien est-ce que c'est une fausse inquiétude? Si oui, quel type de problème, etc. etc. Donc l'idée, qui a d'ailleurs été assez fortement, vivement réaffirmée au plan européen à l'instigation de la France en 2008, c'était de dire, eh bien, il faut désormais, en plus de l'évaluation des éventuels risques environnementaux et sanitaires, s'attacher aussi à apprécier les impacts éthiques, économiques et sociaux des produits issus des biotechnologies. Donc, une première originalité de comité. La deuxième originalité, elle tient au choix qui a été fait par le législateur, donc en 2008, de composer ce comité économique, éthique et social que j'appellerai, si vous le voulez bien, par la suite CEES, ça m'évitera de répéter tout le temps, ce CEES de parties prenantes, très précisément de 5 catégories de parties prenantes. Il y a des élus, représentant des maires, représentant des départements, des régions de France, etc., etc. Il y a des représentants de syndicats généralistes d'organisations professionnelles, FNSEA, le CNJA, les entreprises du médicament, etc. Des syndicats, plus généralement comme la CFDT, la CGT, des associations de protection de l'environnement, Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Des associations de protection des consommateurs, notamment l'UMC Que Choisir. Donc, vous voyez, un certain nombre de parties prenantes. J'oublie aussi des représentants du Comité consultatif national d'éthique et aussi du Haut Conseil de la santé publique. Et puis au milieu de tout ça, 3 personnalités qualifiées, 3 seulement, on reviendra sur ce point, un juriste, un sociologue et un économiste. Donc, vous voyez, le CES, c'est avant tout un comité de parties prenantes qui a été construit pour représenter non seulement les différents intérêts en jeu dans le domaine des biotechnologies, mais aussi les différentes sensibilités qui peuvent s'exprimer dans ce domaine, les différentes opinions, et Dieu sait, vous savez, qu'elles sont souvent opposées. C'est un euphémisme. On voit donc qu'avec ce Haut Conseil, on est extrêmement loin de l'organisation classique de l'expertise. Et c'est ce qui fait évidemment tout l'intérêt de cette instance. Mais c'est aussi, bien sûr, tout ce qui explique les soubresauts et probablement même les critiques dont elle fait l'objet depuis un certain nombre de mois. Il faut savoir qu'en effet, elle est présentée par certains comme une espèce, alors, entre guillemets, mais je cite, l'instance du nouveau monde, ou comme un modèle de grand intérêt, ça c'est l'Inspection générale des affaires sociales qui la présente comme un modèle qui pourrait être réutilisé dans bien d'autres domaines, comme celui par exemple des nanotechnologies. Et puis parallèlement, elle est fustigée par d'autres personnalités, on verra pourquoi. Et puis elle est délaissée par un certain nombre de membres aussi, puisqu'il faut le savoir, il y a très exactement 6 mois, 6 organisations membres du CEES ont décidé d'en démissionner, très précisément la FNSEA, la CFDT, les jeunes agriculteurs, les semenciers et l'ANIA qui représente donc les entreprises de l'agroalimentaire. Donc vous voyez, des parties prenantes, pas des moindres. Donc tout ça reflète la difficulté de la tâche, évidemment particulièrement sensible, qui est assignée au HCB par la loi de 2008, à savoir éclairer le gouvernement, non seulement par l'évaluation, mais aussi par le débat de parties prenantes, dans un contexte évidemment hyper polémique, celui des biotechnologies en général, celui des OGM en particulier. Alors moi, ce que je voudrais faire ici, c'est prendre un peu de distance par rapport à ces annonces, à ces rebondissements extrêmement radicaux. Et moi qui ai été un ardent défenseur de ce type d'instance, bicamérale, comme on l'a dit, et qui la voit maintenant fonctionner de l'intérieur, et pour cause, je voudrais m'interroger sur les apports et les limites de cette espèce de laboratoire, puisque c'est bien de ça qu'il faut parler, il s'agit en effet d'une instance qui expérimente, comme un laboratoire, une nouvelle forme d'éclairage de la décision publique,
qui est encore une fois sans véritable précédent, ni en France, ni à l'étranger. Et pour procéder à cette espèce de bilan des apports et des limites, au bout de 3 ans et demi de fonctionnement, eh bien, je reprendrai tour à tour, si vous voulez bien, ce qui me paraît être les 3 enjeux principaux dans l'action du Haut Conseil des biotechnologies. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'ordre cognitif, en quelque sorte. L'idée, c'est que sur le fondement de l'évaluation, le HCB, il a pour objectif de porter à la connaissance du décideur des données environnementales, sanitaires, économiques, sociales, éthiques, tout ça pour clarifier un débat qui est quand même devenu passablement confus, qui est resté même, on peut dire, passablement confus et qui mêle depuis environ 20 ans autant d'arguments contradictoires. Le deuxième enjeu lié au HCB, c'est un enjeu d'ordre démocratique. Il s'agit, par le débat entre les parties prenantes, donc notamment au CEES, de pacifier le sujet OGM et, in fine, d'améliorer la légitimité des décisions qui sont adoptées par le gouvernement. Du moins, est-ce ce que le législateur de 2008 a voulu. Et puis le troisième enjeu, qui est un peu une conséquence des deux précédents, il est d'ordre plus pragmatique, je dirais. L'idée, c'est que le HCB doit, en livrant aux décideurs ces deux regards, ce double éclairage, celui des scientifiques d'un côté, celui des parties prenantes de l'autre, permettre que les décisions qui sont prises dans ce domaine des biotechnologies, qui ont depuis des années variées, été en dents de scie, ont semblé incompréhensibles au commun des mortels, eh bien, puissent aider à faciliter la prise de décisions publiques claires, sur des bases informées et partagées. Donc, cognitif, démocratique, pragmatique, je vais reprendre ces 3 enjeux-là pour essayer de vous faire toucher du doigt ce que sont les forces et les faiblesses de cette première expérience institutionnelle que constitue le HCB. Alors, premier point, le HCB il a été mis en place pour contribuer à ce que soient mieux évalués les impacts des biotechnologies. Alors là, si on s'en tient à la quantité d'avis rendus depuis 3 ans et demi par le HCB, c'est clair que l'apport est a priori indéniable. Nous avons été saisis de nombreuses fois par les autorités compétentes que je mentionnais tout à l'heure, non seulement de demandes d'utilisation en laboratoire d'OGM, mais aussi d'essais en champ, et aussi d'importation, et aussi de mise en culture, et je vous l'ai dit, tout type d'OGM confondu. Nous avons également été saisis sur des questions plus transversales ou bien plus spécifiques à un problème donné. Je pense en particulier à la question de la coexistence. Comment fait-on pour organiser la coexistence des cultures OGM d'un côté et non OGM de l'autre? Nous avons été saisis de cette question et nous y avons répondu. Ou alors sur des dossiers comme celui dont vous avez entendu parler ces dernières semaines, c'est-à-dire l'article de Gilles-Éric Serralini sur les conséquences sanitaires d'un maïs transgénique MK603. Nous avons aussi rendu un avis. Donc au bout du compte, si on fait l'addition de tout ça, en 3 ans et demi, on a rendu 3000 avis sur l'utilisation confinée et plus de 70 sur les autres dossiers. Donc si on en reste au plan quantitatif, on peut se dire que l'apport, la contribution à l'évaluation est indéniable. Bon, en même temps, c'est clair que c'est aussi sur un plan plus qualitatif qu'il faut s'interroger et essayer d'apprécier cette contribution, et c'est évidemment là-dessus que je vais m'arrêter plus longuement. Je voudrais mettre l'accent à cet égard sur ce qui me semble être un certain nombre de points positifs et puis aussi des écueils qui tiennent de mon point de vue à la manière dont la loi de 2008 a conçu l'expertise du HCB. Les points positifs, pour moi, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est l'organisation d'une expertise scientifique qui respecte, en tout cas mieux que par le passé, il me semble, les principes directeurs de l'expertise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prédécesseurs du Haut Conseil, en particulier, pour ceux qui connaissent un peu la CGG et la CGB, Commission de génie génétique et Commission du génie biomoléculaire, avaient été très attaqués, dans la mesure notamment où leur composition reflétait davantage une assemblée de biologistes moléculaires plus prompts, moins inquiets du risque que ne pouvaient l'être d'autres scientifiques. Il y avait eu aussi un certain nombre de critiques faites quant à un certain nombre de liens d'intérêt entre des scientifiques et des entreprises, voire des liens susceptibles de provoquer des conflits.
Le Haut Conseil des biotechnologies a tenté, en tout cas à partir de la structure qui lui a été donnée par le législateur, de dépasser autant que possible, même si tout est toujours perfectible, dépasser autant que possible ces critiques. Et notamment les points sur lesquels on peut insister là-dessus, c'est sa composition pluraliste. Il y a au sein du Haut Conseil non seulement des biologistes moléculaires, mais aussi des agronomes, mais aussi des écologues, mais aussi toute une série de toxicologues, etc., de malherbologues, etc., etc. Composition pluraliste, non seulement quant aux disciplines, mais aussi quant au point de vue. On s'aperçoit que les choses ont été tentées d'être construites de telle sorte que ne siègent pas au sein de ce Haut Conseil, et plus précisément du comité scientifique, des gens dont on sait d'emblée qu'ils ne sont pas les plus inquiets. Ça, c'est un point. Autre point, le Haut Conseil essaye de faire en sorte d'appliquer une politique rigoureuse d'évitement des conflits d'intérêts. Je vais revenir sur ce point si vous le souhaitez en vous expliquant pourquoi. Autre point encore, le comité scientifique essaye de rendre ses avis de telle sorte qu'apparaissent clairement au sein de ses avis ce qui est connu au moment où il rend son avis, ce qui peut être dit avec certitude et ce qui, au contraire, relève d'incertitude. En tout cas, il tente de le faire autant que possible, ainsi que de mentionner toutes les opinions divergentes qui peuvent survenir au sein de ce comité. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer, et ça je pense que c'est un point positif à mettre au crédit du HCV, même si encore une fois on peut aller plus loin, d'assurer une meilleure robustesse des avis scientifiques, une meilleure lisibilité pour le politique, par le caractère mesuré et contradictoire, en tout cas autant que possible, de l'analyse. Ça, pour moi, c'est un premier point positif. Le deuxième point, c'est qu'en tant qu'instance à la fois indépendante et très pluraliste dans sa composition, c'est-à-dire des scientifiques d'un côté, mais aussi à côté de ça des parties prenantes et de toutes les opinions, on l'a dit tout à l'heure,